Je remercie donc les organisateurs du colloque. Je remercie aussi le comité de ce colloque d'aujourd'hui, en particulier monsieur le professeur Fall, avec qui j'ai l'honneur de travailler depuis longtemps. Alors, la francophonie numérique, c'est une francophonie qui ne relève d'aucun territoire. Pas de pays, là. En revanche, ce que je voudrais faire, c'est ouvrir quelques pistes sur cette question des francophonies, au pluriel, au travers des nouvelles technologies. Est-ce qu'on peut parler d'un français qui serait propre aux nouvelles technologies? Et sous quelle forme? Deuxièmement, est-ce que les révolutions techniques que nous vivons ont des conséquences sur les différentes expressions du français? Et est-ce qu'on peut catégoriser de nouveaux genres d'expressions, de nouveaux lexiques dans les parlers francophones qui transitent au travers des usages de ces techniques? Alors, si on recherche de la documentation, de la bibliographie sur le sujet, on va trouver essentiellement des éléments fragmentaires, émanant plutôt de sociologues d'ailleurs, ou d'informaticiens, que de linguistes proprement dit. Et en général, dans ce milieu, maintenant, on publie peu de livres, on écrit dans des blogs, comme M. Pisani, Transnet, on communique au travers de journaux électroniques réguliers, comme 01.net, etc. Donc on pêche sous cette forme-là. Mais ce qui est possible quand même, c'est d'observer les pratiques et les usages in vivo chez des utilisateurs. Donc j'ai mis à profit mon âge qui me permet d'avoir une fille laquelle a des copines et des copains. Donc j'ai travaillé un peu aussi dans l'observation de la tranche des 25-26 ans. On peut relever donc de divers types de phénomènes. Tout d'abord, par exemple, la traduction forcée de certains termes, ce qui ne signifie pas nécessairement une vitalité de la langue française. Les entreprises informatiques, fabricants de matériel ou autres, sont aujourd'hui confrontées au choix de la terminologie à employer. Par exemple, la moitié des entreprises opérant dans la sécurité informatique utilisent le terme pare-feu, alors qu'une autre moitié préfère garder le terme anglo-saxon de firewall. Conjointement, un certain nombre d'abréviations ont tendance à rester en anglais. On va parler donc de version d'OS, Operating System, plutôt que de version du SE, système d'exploitation. Et ce phénomène peut s'expliquer, M. Ansler en avait parlé, sans doute, par le souci de marketing des textes qu'on pense plus attractifs en anglais qu'en français. Par exemple, Data Warehouse est préféré à entreposage de données. De même, Business Intelligence reste toujours en anglais. Donc la traduction revêt des formes plutôt opportunistes que régulières. À côté de ça, un nouveau bassin linguistique provient d'Internet, espace de communication et de socialisation, lequel manifeste une grande fertilité linguistique et qui a instauré toute une série d'expressions ou de symboles devenus communs. Par exemple, le terme email, qui est nettement plus diffusé que courriel, ou spam que pourriel. Alors, pourriel, c'est dur à dire. Shareware que partagiciel. En outre, il existe tout un langage codé propre à Internet, c'est-à-dire les différents grands A+, etc., point virgule, qui vont exprimer des sentiments d'approbation, d'accord, etc. Ce qui est intéressant, parenthèse, c'est que
on a une espèce de réintroduction d'un langage iconique restreint dans les échanges. Ensuite, il y a les différents problèmes de la traduction. Donc, là, différents gouvernements, notamment français et québécois, ont imposé une traduction de presque tous les termes anglo-saxons. Mais on peut constater que certaines traductions, comme je viens d'évoquer, pour Yel, sont un peu difficiles à avaler. D'autres pays, comme l'Italie, ont eu tendance à conserver beaucoup de termes anglo-saxons. Par exemple, mouse, il est resté mouse, au lieu de souris en français. Ou de mulot quand on évoquait un ancien président de la République française. En résumé, il y a donc un hiatus entre les termes facilement traduisibles, ceux liés à des matériels physiques, et certains concepts qui sont difficilement traduisibles, comme ceux que j'ai évoqués du type business intelligence, etc. Deuxième point, la question des jeunes et de l'écriture numérique. Là, en général, ce qu'on entend là, c'est que la communication textuelle numérique, qui est très appréciée par les jeunes, est généralement accusée de dégrader la maîtrise du français. On dit ils vont perdre le français. Pourtant, les adolescents, vus de près, ne s'y trompent pas. Une grande majorité d'entre eux, près des 2/3, estiment que ce type de message n'a rien à voir avec ce qu'ils estiment être une activité rédactionnelle. Il y a des chiffres, par exemple, rapportés par la National Commission on Writing, qui montrent que les jeunes considèrent que ces différents moyens n'ont aucune influence sur leurs écrits scolaires, contrairement à l'opinion commune. Principale explication, les adolescents ont une approche purement utilitaire de la technologie. Pour eux, communiquer par un ordinateur ou par un téléphone portable est considéré comme un moyen simple et pratique de transmettre un message ou une information. Et cela ne doit pas être confondu avec la rédaction de texte ou dans un but personnel ou scolaire. Alors, je vous ai mis un exemple de rédaction dans un courrier électronique à propos d'un événement capital récent qui était le déménagement dans Paris de la Starac. La Starac, c'est une émission qui repère des jeunes talents de chansons, dans la chanson. Et vous avez donc la Starac déménage par Emeline, un peu déçu de ne plus voir le château. En plus, on pouvait se rappeler de Grégory, qui est un des héros de la Starac. Mais maintenant, vous avez décidé de faire la Star Academy 8 dans un hôtel. Voilà, c'est un peu nul, mais on ne peut rien. Courage aux élèves de la Star Academy 8. Bisous, bisous, bisous. Donc, voilà ce type de liberté et de créativité qu'on peut rencontrer, et vous verrez souvent cela si vous allez voir les éditions électroniques de journaux, comme Le Monde par exemple, en France, ou Le Figaro, ou Libération, vous avez, après chaque article, ou la majorité des articles, disons, possibilité pour les lecteurs d'écrire leurs commentaires. Et là, pour les linguistes, c'est une mine d'or, une chose extraordinaire. Les gens se déchaînent parce qu'ils peuvent prendre un pseudo, etc. Donc, ce que remarquait encore le rapport de la Commission américaine, c'était qu'il était important de ne pas dissocier complètement de l'écriture scolaire de celle utilisée pour les dialogues électroniques, mais au contraire de les rapprocher. Pour les jeunes, les technologies de l'information et du quotidien, l'information et la communication, font partie du quotidien.
plus de la moitié d'entre eux déclarent écrire plus simplement devant un ordinateur que devant une feuille de papier. Explication: être face à un ordinateur débloque certaines appréhensions. L'élève sait qu'il peut se tromper et corriger sans que cela se voie. Autre atout, le travail fini est esthétique. Pensez à ces phénomènes-là. De même, j'ai pu être témoin à un moment où je m'occupais de conseiller un groupe de réinsertion de jeunes chômeurs en banlieue parisienne, que l'initiation aux bases informatiques permettait, modulo certains trucs basiques comme la rédaction d'un CV, l'apprentissage de rédiger un CV, un retour au dictionnaire et à toute une série d'enseignements sur les formes rhétoriques de la présentation. Autre phénomène, c'est ce qu'on peut appeler l'écrit d'écran, qui déborde les systèmes d'écriture en créant de nouveaux types de signes et qui modifie ainsi notre représentation du texte. On va parler de texte mosaïque ou de texte métissé, et ça va qualifier des ensembles sémiotiques complexes. Tout à l'heure, je disais, il y a un retour, en quelque sorte, de procédés iconiques dans notre société. Et ce retour est très largement facilité. Si vous circulez maintenant partout dans le monde, vous verrez que les grands lieux de transit, passage, d'échange, etc., sont remplis de petits signes, en particulier pour les gens qui ne peuvent pas lire les inscriptions en langue locale. Donc vous avez toute une accoutumance à des petites icônes qui indiquent les toilettes, l'ascenseur, le restaurant, etc. Et ça, c'est un phénomène qu'on croit permanent, mais qui en fait date de ces 20 dernières années. Donc, grand retour de l'iconique. Et dans ce genre de système, l'outil préféré, la figure préférée de ce type d'écrit, c'est la métaphore. On va rencontrer des horloges, des sabliers, des fenêtres, des caddies. Vous commandez un bouquin sur un vendeur d'ouvrages ou de disques à distance, vous avez la stylisation d'un caddie, vous remplissez votre panier. Vous avez aussi des indications, des fléchages de parcours, etc. Et la poubelle aussi, pour ne pas citer une marque d'ordinateur que je préfère à celle-là. On lève la poubelle, elle s'ouvre et on jette. Donc, le texte, en conséquence, n'est plus un objet unidimensionnel avec un début ou une fin, mais il va y avoir un certain nombre de normes typographiques, comme le gras ou le souligné, par exemple, qui vont devenir vecteurs d'un texte caché, virtuel, et qui va convoquer des interprétations. C'est la grande force de l'hypertextualité, qui va permettre de suggérer des parcours, et donc des formes d'empilage de textes successifs, comme le parcours dans une encyclopédie, le parcours dans un ouvrage de poésie de type La Fabrique du Pré de Francis Ponge, etc. Donc, le lecteur va devoir ou pouvoir à chaque fois se donner un cap et choisir sa trajectoire. Et suivre une structure qui peut être en étoile, en maille de filet, en arborescence, ascendante ou descendante. Les grandes caractéristiques dans ce contexte d'écrit d'écran, elles sont communes avec celles de la vulgarisation scientifique dans les grands quotidiens. Il y a un usage réduit des connecteurs qui marque la structuration. Donc, d'une certaine façon, une langue comme le français, très,
très pleine de connecteurs voit son stock diminuer, là. Ou il y a d'autres formes qui vont jouer la connexion sous un autre aspect. Par exemple, la mise en présence d'eux, face à face, peut jouer un rôle de signification du développement ou de l'association, etc. Deuxièmement, il va y avoir une organisation spatiale, comme dans la vulgarisation scientifique, qui suggère au lecteur de lire les illustrations en même temps que le texte. Et les nouveaux manuels scolaires, si vous jetez un coup d'œil dedans, sont de plus en plus conçus comme ça en sciences. Vous verrez par exemple en sciences de la vie et de la Terre, il y a un très grand nombre d'illustrations qui constituent elles-mêmes un parcours, un chemin, par rapport au chemin du texte. Le texte étant tantôt un commentaire, tantôt autre chose, qui va à côté. Troisièmement, il va y avoir une fonction particulière de l'image, qui remplace certaines articulations textuelles. Et quatrièmement, enfin, le recours à des micro-genres, si j'ose dire, rédactionnels, c'est-à-dire des chronologies, des définitions de termes, des récits de science-fiction, etc. Donc l'essentiel, là, qui est requis, c'est toute une éducation du regard et de l'intellect, de manière à savoir, à apprendre, à agir avec ces écrits-là, pour relier et construire des réseaux de sens. On n'est plus du tout, le linéaire, c'est une image, hein, un texte n'est jamais vraiment linéaire, mais on n'est plus du tout dans cette présentation qui nous faisait suivre. On entre donc, je disais tout à l'heure, dans de l'hypertextualité. C'est un phénomène qui n'est pas si récent. Déjà Stendhal prévoyait des bouquins, des éditions, où il laissait des pages intercalaires blanches pour que le lecteur puisse mettre des commentaires. C'était intéressant. Voilà. Donc, d'une certaine façon, un nouveau positionnement du savoir non séquentiel qui va s'instaurer de cette façon. Maintenant, je vais passer aux usages du téléphone portable, ce que les Québécois appellent le cellulaire, et de l'Internet par les adolescents. Là, pour les adolescents, ce sont deux outils aux caractéristiques communes. Il y a l'aspect privé et mobile, et la possibilité d'user de moyens de communication très diversifiés, comme les chats, les SMS, etc., avec le même outil. Et ça va s'amplifier. Je veux dire que la télévision qu'on évoquait ce matin, maintenant, elle va être dans les téléphones. Nul ne s'attendait, il y a 20 ans, à ce genre de choses. Vous allez trouver de plus en plus dans le téléphone d'opportunités et de services. Alors, ce qui joue puissamment avec ces outils-là pour les adolescents, c'est que ça correspond à leur désir d'affiliation à un groupe et le désir d'affirmer aussi sa différence par rapport au groupe. Donc il n'y a pas que dans la francophonie. Le téléphone portable et Internet permettent de rester connecté à distance avec son groupe d'attache. Et les critères de choix entre le mode de communication, SMS, blog, non. Collègue, il est en moins 5 minutes. Ça doit être des affaires. Donc, je vais aller à toute allure. Les critères sont donc essentiellement financiers. En ce qui concerne maintenant, puisque je cavale, les nouveaux réseaux sociaux, on a le phénomène d'engouement pour MySpace. Le site MySpace, qui était à l'origine un lieu d'échange entre artistes et musiciens, est devenu le principal réseau social des jeunes Américains. Et il se définit comme une communauté online qui te permet de rencontrer les amis de tes amis. Lors d'inscription gratuite, on peut y lire « Tu connais peut-être l'ami de Brad Pitt ».
formule extraordinaire. Alors, on estime ainsi qu'un membre de MySpace aux États-Unis se relie à quelques 200 amis en moyenne, dont 75 sont des amis proches. Je continue à courir. Un autre site réseau social, c'est Facebook, fondé par Mark Zuckerberg, qui à l'origine était une sorte de trombinoscope permettant de présenter les étudiants entre eux et qui maintenant est devenu quelque chose d'extrêmement ouvert. Il y en a à peu près 60 millions d'utilisateurs dans le monde, dont 4 millions au moins en France. Alors, c'est une plateforme qui permet d'écouter de la musique, de partager des photos, de chatter, de faire des enquêtes, etc. Toutes les informations qu'on communique apparaissent sur sa page. Donc on peut tout visiteur peut voir si je suis un fan de Bob Marley ou si je suis un défenseur des oies cendrées. Mais donc ça veut dire aussi que la question des prédateurs se pose là, à ce niveau. Troisième type d'objet, les blogs. Alors je vais être assez rapide, j'avais fait un rapport assez copieux sur le phénomène des blogs, que vous pouvez trouver en accès libre. Je donnerai à ceux qui le désirent l'adresse électronique. Les blogs, c'est quelque chose qu'on peut installer très simplement et qui implique une relation forte avec une communauté plus ou moins élargie, plus ou moins spécialisée. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la France est la patrie la plus blogueuse d'Europe. Alors, une opinion américaine, c'est que les consommateurs français ont peu de moyens d'exprimer leur point de vue et les blogs deviennent leur outil de contre-pouvoir. Je pense que ce phénomène de contre-pouvoir va de plus en plus se répandre, y compris dans des quantités de pays autres que la France. C'est une manière de détourner stratégiquement le pouvoir en place. Il n'y a qu'à voir actuellement aussi sur YouTube la façon dont circulent des vidéos sur Madame Palin ou sur Monsieur Bush, etc. C'est extraordinaire. Et je pense, on l'évoquait un peu aussi, en Afrique, ce genre de choses est promis à un brillant avenir. Alors, les différentes formes de ces francs, là vous m'accordez, mon cher président, de le montrer un peu. Vous allez avoir différentes formes de ces francs, c'est-à-dire de français, en verlan. L'autre jour, Jean-Édouard me disait, Charles-Antoine, ça bouffe, non? Charles-Antoine, tu sais, il s'est fait kidnapper par les KISD, c'est-à-dire les agents de police. Alors ça, c'est du vieil argot qui est maintenu. Mais venez, mettez, je refuse de toucher un IBM. Non, c'est ça, en fait. C'est contagieux. C'est sentimental. Vous risqueriez d'y prendre plaisir. Oui. Il est en ratière, là on voit bien l'image, en détention. Et pourtant c'est un kissman. C'est un garçon épatant. Voilà, c'est là maintenant. Bon. Donc, parler argot, ce qui est intéressant, c'est que parler argot, ou la tchatche de banlieue, devient tendance, comme on dit. Et ce ne sont donc pas les ados qui consomment le plus ces tendances du marketing cool, mais leurs parents. En fait, à plus de près, c'est les adultes qui s'approprient ce genre de langage. Encore que les créations de mots, si on y regarde de près pour un linguiste, semblent un peu s'essouffler. Exemple de femme, on est passé à meuf et l'on revient à fun. Mère avait donné rhum et on retourne à la case départ avec meur. On a aussi des empreintes à l'arabe, zarma, au gitan, gadjo, au wolof, goret, et aujourd'hui on puise dans le vieux français, comme Chabert pour français de souche. Allez, 2 minutes.
Depuis ce matin, les présidents sont plus obéis. Non, Les non, présidents mais montrent un mauvais exemple. Ils se permettent tout. je disais tout à l'heure que c'est un colloque très bien, où on se sent très bien. En dehors de ce jargon des banlieues, qui est très artificiel maintenant, réapproprié par les adultes ou par les gens en tendance snob qui habitent Bastille, le 11e à Paris, on va avoir un autre langage parallèle, celui des jet sets. Ça, c'est les filles du 16e arrondissement, de la haute bourgeoisie. Elles sont fashion, elles sont à la mode. Et là, ce qui joue, c'est la frime et l'anglicisation. Je le truste pas. Il m'a pas carré de la reçoit. C'est-à-dire, on ne fait pas confiance à un homme qui ne vous a pas prêté attention, tout care, de la soirée. Il a changé ma life. Alors, variante, on peut dire, m'a fait l'ail. Ou je suis pas dans le mood de te filer mon number. Je préfère rester alone ce soir. Et c'est des baratineuses de flammes. À New York, on appelle ça des Benji girls. Bon. 25 minutes, you had an idea. Now it's really Et enfin, hard to conclude. il y a toute une couche de mots parlés par le plus grand nombre que j'ai évoqués. C'était prévu 25 minutes. Voyons. That's more. Espèce d'horloge suisse. Bon. Donc, ce qu'on constate, c'est effectivement une prolifération de ce qu'on pourrait appeler des cyber-jargons, mais ce sont des jargons, en fait, qui restent très calqués sur des structures classiques, comme le verlan, qui date d'il y a presque 100 ans, c'est-à-dire mettre à l'envers certaines parties des mots, ou prendre des images empruntées à une autre langue, certains termes donc anglais, arabe, etc. Ou alors le recours à des mots anciens qui ressuscitent de façon étrange. Par exemple, le mot maille, qui est un mot du XIIe siècle, ressuscite en ce moment, ça signifie l'argent. Il n'a pas de maille. Bon. Pourquoi il ressuscite? On ne sait pas. Donc, voilà. Alors, ce qu'on constate donc, c'est la limitation et la pauvreté de ces langages qui, en plus, ne mettent pas vraiment en cause le français officiel. Deuxième chose, lorsqu'on soumet la proposition aux jeunes de mettre les raccourcis type SMS dans les dictionnaires, ils disent non, ça ne marche pas. Donc voilà, j'ai à peu près résumé ce cyber-jargon. J'avais un peu pensé à évoquer les mutations des... Alors oui, j'ai d'autres exemples du genre comment vas-tu, qui en courriel peut donner tu fais quoi en ce moment, en SMS ça peut aller jusqu'à qu'est-ce que tu fais, ce qui est très joli. On se voit quand, tu me manques, en courriel c'est la même chose, en SMS, on se voit quand, j'ai envie de te voir, tu me manques. Et d'autre part, qu'est-ce que c'est comme genre de nana, quel genre de meuf, c'est quoi comme genre de meuf en SMS, etc. Donc, voilà, on en est là. La question que je ne pourrais résoudre aujourd'hui, c'est comment ces formes de communication internes aux nouvelles technologies vont d'une certaine façon rejaillir sur le français. On voit que ce n'est pas évident ni le cas tout à fait, et comment elles vont se transformer lors des révolutions de l'informatique, c'est-à-dire des mutations qu'a connues l'informatique. C'est-à-dire, là, j'ai pris un risque face à M. Asselin, j'ai résumé l'histoire de l'informatique avec une première étape
qui était celle centrée sur des grosses bases de données. Deuxième étape dans laquelle nous sommes un peu encore, c'est les fonctionnements du type données relationnelles et architecture évolutive. Et nous allons entrer dans une troisième étape, troisième génération, qui va être basée sur cette technologie Internet, qui va permettre de connecter avec beaucoup de choses entre elles, et qui peut s'implanter sur tout poste de travail à l'aide d'un simple navigateur. Donc, ce qu'on risque d'observer, c'est une espèce d'alignement futur et parfait de nos systèmes d'information. Autre point que je ne développerai pas, la révolution dans la communication avec les menaces d'exclusion. Et en résumé, est-ce que les nouvelles technologies menacent la francophonie? À mon avis, pas plus que, d'après ce que j'ai pu observer, pas plus que les jargons déjà existants au gré des modes ou des territoires. Donc, je partage le point de vue helvétique de M. Windisch, disant qu'on peut avoir plusieurs langues. On peut en jouer. Et donc, passer du SMS à du rédactionnel plus élaboré. Deuxièmement, dans cette situation, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, à mon avis, mais plutôt une répartition des rôles. Aujourd'hui en Europe, chez les 60% d'Européens capables de parler une autre langue que la leur, plus de 80% citent l'anglais. Donc ce dernier est en train de devenir la lingua franca, c'est-à-dire ce qu'était le bas latin à la fin de l'Empire romain. Il a été donc pendant longtemps, jusqu'au XVIIIe siècle. Donc je dirais que l'anglais est en danger. C'est clair. C'est clair. Donc n'ayez pas peur, c'est vraiment l'anglais qui est en danger. Personnellement, j'ai dû subir pendant des années des réunions internationales où il y a évidemment le Britannique de service qui dit « moi je ne comprends pas le français », et alors tout le monde se met à parler en anglais. Et là c'est la catastrophe. Parce que essayez de comprendre dans une réunion le grec qui parle anglais, l'espagnol qui parle anglais, le portugais qui parle anglais, l'allemand qui parle anglais, l'allemand parle peu, etc. C'est un désastre. Du coup, ayant constaté que mon anglais est détruit, j'essaie de le réapprendre sous forme scolaire, au moins un anglais standard. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est ce que je pense, c'est que la francophonie se maintient aisément comme univers propre et espace virtuel. Je crois que les nouvelles technologies ne mettent pas en danger non plus la francophonie, et qu'il y a des chances là. Ce qui a été présenté ce matin par messieurs Martel, Poirier, etc., me paraît aussi les chances, et ce qu'a présenté Laurier, les chances de maintenir et de promouvoir des outils transitant par le français. Je n'ai pas dit des outils francophones, transitants. Donc, la francophonie se maintient comme univers propre et espace virtuel où transitent de nombreux courants culturels, comme le peintre brésilien dont j'ignorais l'existence. Et c'est ce qui fait sa force. Pardon? Oui. Je ne savais pas que ça existait. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que la francophonie n'est pas le français. C'est autre chose. Comment alors... Mais j'allais dire la même chose. Comment alors être francophone sans parler français? C'est une question aussi qui se pose. En fait, on dirait que c'est une attitude. Hier, notre collègue belge parlait de francité. C'est une attitude, des envies. Et c'est ce que déclarait dans un entretien au journal Le Monde le cinéaste cambodgien Ritipan. C'est-à-dire des envies qui ne passent pas nécessairement par Hollywood, mais prennent des chemins directs du sud au sud.
sans forcément faire escale à Paris. Donc la francophonie, ce sont d'abord des musiques. Parmi ces filles, il y a bien sûr les langues. Quand je dis musique, je ne pense pas à la musique stricto sensu. Je pense aussi que tout langage est fondé sur des bases mélodiques. Donc c'est ça qui est en train de s'élaborer, de s'interpeller, de se heurter, de se composer. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. J'allais vous dire que c'est 30 minutes très longues. On va quand même garder quelques minutes pour la discussion. Je l'ouvre immédiatement. Qui a des questions? L'informatique, c'est très bien, je n'ai rien à dire là-dessus. D'autant plus que j'ai un peu oublié mon informatique, moi aussi. Non, j'étais très intéressé par la conclusion sur qu'est-ce qu'être francophone. Parce que moi-même, j'ai écrit plusieurs textes sur cette affaire-là. Et je partage un peu cette idée d'être francophone sans parler français. Et puis je la retourne un peu en disant, est-ce que le fait de parler français induit qu'on est francophone? Alors, voilà. Moi, c'est ma conclusion. Moi, je dis être francophone. Bon, si je veux donner une définition de ça, et je pense que la francophonie, le francophone, ça n'existe pas. Il existe des francophonies, des francophones. J'ai écrit un truc sur l'identité francophone, utopie ou réalité. J'ai plutôt conclu que c'était une utopie qu'une réalité actuellement. Parce que il me semble que pour être francophone, il n'y a pas que la langue, il y a la culture qui va avec. Et on insiste toujours sur la langue, mais la langue, c'est un vecteur de culture. Or, un Chinois, par exemple, qui a baigné toute son existence dans la culture chinoise, qui a appris le français en quelques mois, il n'est pas francophone. C'est pas parce qu'il parle français qu'il est francophone, il reste quand même de culture sinophone majoritairement. Donc il y a les deux aspects, et je crois que être francophone, c'est pas encore quelque chose qui existe à voilà. Mélodie, voilà, oui, c'est bien. Et si on réduit, alors j'ai fait exprès de dire que je parlais de la francophonie sans territoire. Si on réduit un territoire, on déforme. Si on réduit à une langue, on déforme. Parce qu'on va dire, comme ce matin, celui qui n'est pas francophone d'origine, mais qui devient francophone, qui est-il? Etc. Il est dans la francophonie. C'est ça qu'on peut dire. Ce qui est important dans tout ça, qui me marque un peu en arrière-plan, c'est l'importance du symbolique, qu'on oublie toujours un peu. Donc dans les questions de langue, il y a à la fois de l'usage, de l'instrumentation, de l'opérationnel, alors tout ce que j'ai montré que font les gamins et que font les utilisateurs de nouvelles technologies, c'est dans l'ordre de l'opérationnel. Ils savent très bien où ils en sont, à quel niveau, quel palier dans le virtuel. Ils vivent dedans. La fracture numérique, c'est une fracture d'âge. Pardon. Ce qui est important, c'est donc cet aspect symbolique qui, à l'occasion, va ressurgir. Je prends un exemple qui m'avait frappé, qui date d'une époque que j'allais souvent plonger. À l'époque, j'étais mince, sportif, en Grèce. Et puis, la Macédoine accède à l'indépendance.
la République de Macédoine. Et ils prennent comme symbole national, comme drapeau, un soleil. Il y a eu un bazar fait par les Grecs qui ont considéré qu'on volait leur identité, parce que c'était le soleil d'Alexandre. Et Alexandre était une propriété grecque. Et le soleil était aussi une propriété grecque. C'était totalement inattendu. Et ça fondait à travers les océans une grécitude qui fonctionnait de cette manière-là. Voilà. De même que mes débuts pour travailler à New York, je me logeais dans des conditions économiques, donc à la frontière de Spanish Harlem. Et comme les gens étaient un peu inquiétants à voir, j'ai parlé espagnol. À partir de là, j'ai jamais eu plus de problème. Et donc, ils m'ont appelé frère. Et à partir de là, ils m'ont dit, ta fête, c'est le 12. Or, je rentrais le 5. C'était le 12 octobre, la fête de l'hispanité. Voilà, les gens font ça. Donc, c'est tous ces niveaux-là, une communauté. Mais, ce que j'ai évoqué, il y a des pistes encore. Je n'ai fait que montrer des points de départ. Y a-t-il d'autres questions? Oui, ça ne sera pas une question, ça sera plutôt peut-être un complément. Georges, juste rapidement sur Facebook, MySpace, tous ces phénomènes où effectivement on peut créer des réseaux d'amis. J'ai aimé, à un moment donné, j'aurais aimé peut-être qu'on travaille plus sur l'isomorphie entre réseau de sens et réseau d'amis. Il y avait quelque chose à poursuivre là. Et peut-être un peu dans ce sens-là, ma seule remarque, et je crois qu'il y avait un exemple qui permettait d'aller dans ce sens-là, c'est qu'il est vrai, on l'a vu avec la linguistique computationnelle, que tous les connecteurs ont disparu et qu'effectivement on a compris que la lecture pouvait se faire uniquement avec des mots-clés et finalement dans n'importe quel ordre quasiment. Mais il y a un phénomène qu'on a bien vu, c'est que ces mots-clés se trouvent éclatés. Et je pense que vous avez un exemple qu'on voyait à l'écran avec bisous. Tout d'un coup, il y a plusieurs U qui se suivent. Et il y a un éclatement des mots comme ça. Et il n'y a plus de rapport entre les voyelles, les consonnes et tout ça, ce qui fait qu'il y a vraiment un écart qui s'installe entre langue parlée et langue écrite. C'est surtout ça qui se passe. Mais, et c'est ça le seul commentaire, et donc sur ce que je m'arrête, c'est que la langue parlée devient néanmoins ce qui permet d'établir une continuité dans l'extraordinaire profusion et complexité du matériel visuel que l'on rencontre sur le net, puisque nous devons avoir possibilité de naviguer, et le terme n'est pas de naviguer à l'intérieur de cette information, et la langue parlée donc reste totalement intègre par rapport à ça, et ce qu'on pourrait croire, et qui me paraît peut-être un peu nous induire en erreur, c'est qu'il y aurait une contamination de cet éclatement de la structure de la matière écrite, qu'il y aurait une contamination de cet éclatement dans le langage parlé, alors que pas du tout. En tout cas, les gens que j'ai pu observer qui écrivent de façon complètement ainsi codée dans le langage courant n'intègrent pas ces expressions nouvelles du tout. Voilà. Donc c'est là où il y a un écart, certes, entre langue parlée et langue écrite. C'est seulement un commentaire et pas une question, parce que je vous en prie pas vraiment longtemps. Le fait que ça fonctionne en intégrant de la langue parlée, comme tu dis, plus des images, beaucoup, des icônes, on n'est pas forcément strictement dans une linguistique computationnelle, on est davantage dans du relationnel, tu vois, que ne permet pas une linguistique computationnelle. On est donc dans de l'associatif au sens strict, comme le rêvaient les pères fondateurs de l'intelligence artificielle. Et c'est un peu comme fonctionne, par exemple, Cartouche. C'est-à-dire, quels sont les éléments de propriété qui vont permettre d'associer telle chose à telle chose. Et donc, on joue de forme de repères qui balisent des parcours.